Alors, au début, en mécanique classique, on pensait que quand après la relativité restreinte, voilà, on pensait que quand deux systèmes physiques sont tellement éloignés qu'un rayon de lumière n'a pas le temps d'arriver de l'un à l'autre, les deux systèmes sont complètement séparés. Une expérience qui avait été prévue par la mécanique quantique, mais qui a été réalisée par un aspect, c'est le paradoxe de Einstein-Poldowski-Rosen. Deux particules qui ont interagi restent corrélées, malgré le fait qu'on ne puisse pas utiliser cette corrélation pour envoyer une information. On va mesurer le spin d'un battement à Paris, on va mesurer le spin de l'autre particule jumelle à Tokyo, et on va obtenir des corrélations qui ne peuvent absolument pas s'expliquer par ce qu'on appelle des variables cachées locales, c'est-à-dire une explication physique où, par exemple, du genre, on a un paquet avec deux cartes vertes, donc si on distribue une carte à l'un à Paris, l'autre à Tokyo, il va se trouver avec deux cartes vertes. Donc il n'y a pas d'explication entre guillemets rationnelle de ce genre-là. Donc, comme c'est corrélé, ça fait penser à connecter. Donc la question comment ce type de corrélation peut se représenter par des structures connectives. Alors, un de mes amis proches et ancien étudiant de thésard du nom de Christophe Chalon a soutenu une thèse en 2014 dont le titre c'est le paradigme téléphonique. Alors, il a créé un concept mathématique qui s'appelle les degrés ludiques. Alors, ludique, ça fait penser un peu à la théorie des jeux. Pour mesurer les forces de corrélation. Par exemple, un degré ludique très fort va permettre à deux parties d'un système physique de transmettre une information. Un degré ludique trivial ou égal à 0 va faire que les deux systèmes physiques sont totalement indépendants. Mais il existe des forces de corrélation intermédiaires. Alors, on suppose qu'on a I qui est un ensemble d'indices. Une famille EI-FI avec une relation R, R étant une partie du produit des EI croix FI. Idem pour R'. En gros, EI représente les expériences possibles. Les FI vont représenter les résultats possibles. Et les I représentent les lieux où on réalise les expériences. Et les primes? Alors le prime, effectivement, c'est une bonne chose parce qu'on va considérer deux systèmes physiques. On va comparer la corrélation qui est là à la corrélation qui est là. On dira que R', alors on va supposer que c'est non vide pour éviter les problèmes de torsion vide. On va supposer que R' est, entre guillemets, plus fort que R, si et seulement si. Soit le jeu suivant. Donc on a deux équipes de joueurs. Les équipes de joueurs sont indexées, donc on a une équipe de joueurs, AI, I appartient à I, et une autre équipe de joueurs BI, I appartient à I. Donc on a deux équipes de joueurs. Les joueurs, ce que tu appelles les joueurs, c'est ceux qui réalisent les expériences pour trouver des résultats, c'est ça?
C'est à peu près ça. Je vais préciser un peu plus. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que R? Alors, R est tout simplement une partie du produit sur I appartient à I de EI prime. Et intuitivement, ça correspond à quoi? Bah, intuitivement, ça veut dire que si on fait certaines expériences, on a certains résultats possibles. Donc, on a le couple expérience faite, résultat obtenu. Alors, les joueurs se situant à des lieux différents ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc, les joueurs d'une même équipe ne peuvent pas communiquer entre eux, vu qu'ils sont à des lieux distincts qui sont séparés. Par exemple, ça pourrait être la Terre ou Mars. Par exemple, pour avoir 1, c'est la Terre, 2, c'est Mars, et un ensemble d'indices a 2 éléments. Alors, le joueur, l'équipe numéro 1, chaque joueur AI de l'équipe numéro 1 va choisir un XI. AI choisit un XI appartenant à EI. Donc chaque AI va choisir un XI. D'accord? À partir de là, connaissant le XI, chaque BI choisit un X' appartenant à E'. Tu dis que chaque BI choisit un X' en connaissant le XI. Exactement. Mais comment il le connaît? Parce qu'ils sont sur le même lieu. Donc il peut connaître. Les différents I ne peuvent pas communiquer entre eux. Mais le joueur BI peut savoir ce que AI a joué. Même s'il ne sait ni ce que les autres BI jouent, ni les autres AI. Mais il sait ce qu'a joué le joueur correspondant au même indice. D'accord. Voilà. Ensuite, les AI choisissent un Y' appartenant à F'. Ça veut dire que les AI, que les joueurs AI qui au début étaient dans EI, maintenant s'intéressent au résultat imprimé. Exactement. Donc ils vont choisir un F'. Un résultat donc. Voilà. Et enfin, les BI pays choisissent un FI. Alors, l'équipe des BI gagne si et seulement si C'est YI tout en bas, non?
C'est un Y. Un Y, voilà, un Y qui appartient à X, voilà. Alors, l'équipe des BI gagne si et seulement si. R' n'est pas réalisé ou R est réalisé. Quand tu dis réaliser, tu veux dire par les choix qu'ils ont faits. Exactement. C'est-à-dire que les choix qu'ils ont faits Pour être inclus dans la relation R'. C'est-à-dire Voilà. que le YI qu'ils ont choisi soit le R de XI en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, pas pour le I particulier, mais globalement, vu que la relation R est globale. D'accord. Alors, traduction. Et alors, on dira que R' si et seulement si, l'équipe B a une stratégie gagnante. Alors maintenant, je vais retraduire formellement, je vais retraduire ce que ça veut dire avoir une stratégie gagnante. Et, excusez-moi, Oui. c'est forcément symétrique, mais Euh, pas à aussi une stratégie gagnante. alors, là, on a pris le jeu avec un certain ordre. On aurait pu échanger d'accord. l'ordre. Ah d'accord, c'est Voilà. l'ordre qui- Après, alors, on va voir ça plus tard, justement. Non, c'est ça que vous avez. Oui. Ok. Alors, je réécris donc la stratégie gagnante, ça veut dire qu'il existe des FI de EI dans E', et des GI de EI croix F' dans FI, tel que quel que soit X, Y', voilà, f de X, Y', appartient à R', implique X, G de X, Y', appartient à R. X, c'est la famille des XY. Oui, c'est ça. Pour éviter des... Voilà. Et ça, c'est la condition pour qu'on ait une famille, une stratégie gagnante pour les. Exactement, la stratégie gagnante, c'est l'effet de G. Mais la stratégie gagnante pour qui? Pour l'équipe B. Ah, Exactement ce que j'ai dit. L'équipe B a une stratégie gagnante. Donc, ça veut dire que le degré R est inférieur ou égal à R'. Alors, je ne vais pas le démontrer ici, on n'a pas de temps. R égal est inférieur. On dira, par exemple, R équivalent à R'. Si R' et R'. R. Et une précision, peut-être un préordre, c'est comme un ordre, mais c'est pas forcément antisymétrique. Voilà, donc l'antisymétrie va être obtenue en quotientant par la relation d'équivalence ainsi obtenue. Alors, le degré maximal, c'est le vide.
lorsqu'il n'y a pas de résultat d'expérience, c'est-à-dire qu'on peut on peut faire des expériences où on n'a pas de résultat. Ça, ce serait le degré maximal, l'impossibilité. Et le degré trivial, c'est lorsque pour chaque expérimentateur, on a des résultats tels que ça peut être rendu indépendant. Je n'ai pas compris ce que tu as dit là. Oui. Je n'ai pas compris le dernier. Alors, ça veut dire que ça va être trivial. Le degré minimal est trivial, par exemple, si dans chacun des EI, on a EI par FI et on a R. Si jamais il existe FI, HI qui va de EI vers FI, tel que quel que soit X, HX appartient à R. Un procédé appartient à R, ça veut dire que ça peut être réalisé par un procédé local. La réalisation locale de l'expérience, sans utiliser de corrélation. Alors maintenant, Donc, oui, donc quand on a R inférieur à R', oui, ça veut dire que le degré de R' est plus fort que celui de R. oui, mais ça veut dire que R' correspond à Une corrélation plus forte. une corrélation. Mais tu viens de parler de localisation. Oui, c'est-à-dire que R' est moins local que R. Voilà, donc quand R est inférieur à R', R est davantage local Absolument. que R'. Exactement. Tout à fait. Donc l'idée intuitive, si on veut mettre une structure de connectivité, c'est que plus c'est local, moins ce sera connecté. Connecté entre quoi et quoi? Entre R et R? Non, la connexion entre les différents éléments de I appartient à grand I, entre l'ensemble des lieux. La structure connective sera admise sur grand I, qui est l'ensemble des indices. C'est les points de l'espace connectif qu'il va considérer, ce sont les indices. D'accord. Et donc plus c'est local, plus c'est aggloméré et tout ça, c'est ça. Voilà, les points d'espace connectif, ce sont les indices. C'est des agglomérations séparées. Plus c'est local, moins c'est connecté. Oui, parce que plus c'est Voilà. des agglomérations séparées. Voilà, c'est ça, il y a des boules séparées. Alors, quelle est la difficulté pour mettre une bonne structure connective? Parce qu'on pourrait penser à plusieurs types de structures connectives, par exemple comme dans l'histoire de l'intégration quantique, dans un article que Stéphane Dubosson a mis sur Hall, où il y a également des cas, par exemple, Ayumu Sagia en 2007, ou Arafin, où il parle justement d'une intégration quantique bornéenne concernant l'expérience GHZ. Alors, GHZ, c'est en fait Grimberger, Horn, Zeilinger. Alors, je ne vais pas trop entrer dans le détail de l'expérience de Zeilinger. Donc, ça peut se faire avec 3 expérimentateurs, mais éventuellement avec un nombre quelconque d'expérimentateurs. Il se trouve que si on enlève un expérimentateur et qu'on regarde les résultats, le degré ludique restreint aux autres expérimentateurs devient trivial. C'est ça l'idée. D'une certaine façon, en probabilité, ça va être des variables qui vont être indépendantes. Comme Stéphane l'a expliqué dans un article sur Hall, on peut probablement avoir n variables aléatoires, telles que si on prend n-1 d'entre elles, ça forme un système indépendant, mais les n variables au total ne sont pas indépendantes. Mais on ne peut pas tout à fait définir comme ça pour le degré ludique, parce qu'il faut évidemment que si on remplace R par un R' qui lui est équivalent, la définition de connectivité reste la même. C'est ça une des grosses difficultés. Alors,
on a R, on va définir un RJ. Donc R défini sur I produit I appartient à I, avec J inclus dans I. Alors, ça veut dire, alors, un élément X, J, YJ, pour simplifier, appartient à RJ, à RJ, si et seulement si quel que soit XJ, quel que soit XJ complémentaire, il existe Y dans le J complémentaire tel que les courbes XJ, XJ complémentaire, YJ, YJ complémentaire appartiennent à R. Ah, d'accord. C'est pas juste la restriction à J. Non, parce que le problème de la restriction à J ne serait pas invariante par équivalence ludique. On voit ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu définis ici comme RJ tient vraiment compte d'une différence entre les expériences et les résultats. C'est pas du tout symétrique. Absolument. Donc tu demandes que pour toute expérience ailleurs que sur J, il y ait un résultat, voilà. Que l'ensemble de... Voilà, parce que si ce n'était pas le cas, tu as immédiatement une information qui est obtenue. Attends que je comprenne, quand je dis quel que soit XJ complémentaire, je veux dire quel que soit le X appartenant à complémentaire de J, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est quel que soit X dont les indices sont le complémentaire de J. Le complémentaire de J, c'est les indices. C'est pas X qui appartient au complémentaire, c'est les indices. Ça, c'est une façon d'abréger. Donc, tu veux dire que quel que soit le X avec un indice qui est dans le complémentaire de J, c'est ça, non? Exactement, oui. D'accord. Il existe. Voilà. La famille avec le complément, il existe. Alors, il s'avère que si R équivalent à R', RJ équivalent à R'J. Et voilà. Proposition. Oui, c'est une implication. Voilà, c'est-à-dire que voilà, implique. Alors, est-ce que ça peut suffire à définir? Alors, l'idée qu'on aurait, c'est que si on a RJ complémentaire, on a une structure connective, si en décomposant, on obtient quelque chose de plus fort que RJ fois RJ complémentaire. C'est-à-dire, par exemple, on aurait une partie J qui serait vide connexe. C'est seulement si on a K million K', K' égale vide. Quel que soit K. RK fois RK', strictement que RJ. RJ est plus fort que toute décomposition. Mais on a encore un problème. C'est qu'en général, si on a R qu'on restreint à J, puis le RJ, on le restreint à un J' inclus dans J. Ben, RJ, J' n'est pas forcément un J'. Les restrictions successives, d'une certaine façon, les diagrammes ne commutent pas. Il y en a que ça pourrait décourager. Mais pas toi. Ben non. Tu me connais. Alors, l'idée, c'est de trouver des degrés ludiques tels que cela commute. Alors, on va définir une opération R étoile qui est la suivante. R
R étoile, c'est R, intersection, restriction AG, est dans RJ. Ou J inclus dans I. Ben, c'est-à-dire qu'on va imposer, c'est-à-dire qu'on a, la relation R, et on va restreindre la relation R en imposant que dans la partie J, c'est dans RJ. Voilà. Attends, La vraie restriction AJ, pas la définition que tu as donnée là. Ben, si, c'est-à-dire pour faire coïncider, si, justement, la définition telle que j'ai donnée là, justement, si. alors je ne comprends pas. Tu dis Je R, définis R étoile comme étant ça. R étoile, c'est R, Intersecté avec les trucs dans la restriction usuelle. C'est-à-dire, intersecté avec, ça veut dire qu'on va imposer que XJ, YJ appartiennent à RJ. L'ensemble des parties de R telles que XJ, YJ appartiennent à RJ. Donc l'opération étoile va réduire la relation. Ok. Et R équivalent à R' entraîne R étoile équivalent à R' étoile. En itérant un certain nombre de fois R étoile, voire même transfiniment si nécessaire, on finit par tomber sur une relation qui est auto-étoile. Et dans ce cas-là, on peut définir la structure connective. Alors la question se pose, est-ce qu'on a des exemples de relations auto-étoiles? Alors il se trouve que de relations qui sont stables par étoile. Il se trouve que le GHZ c'est le cas. Mais on a également une autre relation. que le quoi est le cas? Que la structure obtenue par GHZ, l'expérience Greenberg, Horn, Zeilinger, marche dans ce cas-là. Donc l'intrication de 3 particules. Ou de N particules, on a une génération en N. Alors pour avoir un exemple simple qui ressemble à GHZ sans être GHZ, voilà, pour pouvoir expliquer à GHZ, on va supposer que les EI sont composés de 0,1, les FI sont composés de 0,1, I appartient à I est fini. Et alors, on va prendre une fonction qui va de produit des EI à valeur dans 0,1. Et alors, la relation R sera l'ensemble des XY. Anatole, excuse-moi, c'est possible de laisser l'écran de l'ordinateur. C'est pas possible de voir l'écran. D'accord. Non, l'écran de l'ordinateur. Juste l'ordinateur, l'introduction. Alors, Non, c'est l'écran. d'accord. C'est ça. D'accord. Donc, tel que XY appartient à R, si et seulement si, sigma des YI égale F de X modulo 2. Non, c'est ça. Alors, on a une fonction quelconque qui va dans l'ensemble du produit des EI vers l'ensemble 0,1. Mais ça veut dire que la somme, moi, je comprends pas que ça. Ben, c'est des 0 et des 1. C'est des. On a des 0 et des 1. Les YI, ça appartient à 0,1. Ah, Donc, une somme de 0 et de 1, ça a tout à fait un sens.
Donc là, On est dans Z sur 2N. Tu es en train de définir un R, et tu Oui. dis que XY appartient à R. Appartient à R si et seulement si Voilà. la somme des YI est égale à 2X. Et bien là, on a exactement une structure borroméenne. Donc, par exemple, tu pourrais décider de prendre pour f la fonction constante égale 0. Absolument. Et donc, une famille de xi et de yi, avec les xi dans les ei et les yi dans les fi, est dans la relation R, si et seulement si, la somme des yi est égale à 0 et paire, quoi. Et si la somme des Oui, yi alors est paire. effectivement, si tu prenais la fonction constante, comme la fonction constante, si tu prenais la fonction constante, dans ce cas-là, tu aurais le degré trivial. Donc effectivement, ça marche. Mais ce cas-là, c'est le degré trivial. Parce que tu peux à chaque xi associer le 0. Oui, parce que Si la fonction est constante, oui, mais c'est-à-dire, en fait, c'est l'existence. Attends. Tu veux dire, si les gens, si c'est la fonction constante et que. si la fonction est constante, tu obtiens le degré ludique trivial. Donc, il n'est pas borroméen. Non, c'est pas borroméen. Alors, par contre, tu peux prendre comme fonction le produit des xi, par exemple. D'accord. Et là, effectivement, ça va être borroméen. C'est-à-dire une fonction qui dépend de tous les xi. De Exactement. façon à ce que i ne sache pas ce qui se passe en i'. Exactement, une fonction qui dépend en fait de tous les xi. Exactement. D'accord. Donc, c'est pas n'importe quelle fonction. Voilà, voilà. Sinon, effectivement, on va tomber sur le degré trivial. Et effectivement, construit de cette façon-là, on obtient du borroméen. Alors, quand tu dis borroméen, à strictement parler, c'est si grand I a 3 éléments, donc c'est l'expérience de. Ça correspondrait à GHZ au sens habituel du terme. Sauf que c'est pas GHZ parce que tu as des degrés ludiques qui sont plus forts que les degrés obtenables par la mécanique quantique. D'accord. Mais ça serait, disons, pour 3 particules. Oui. Et quand tu dis borroméen avec I fini quelconque, c'est ce qu'on appelle plutôt brownien en fait. Voilà, d'accord. C'est-à-dire globalement connecté, mais dès que tu retires une des particules, celles qui restent ne sont plus connectées. Exactement. Une fois que tu as les browniens, à partir des browniens, tu peux générer toutes les structures connectives en prenant le produit des différents degrés ludiques obtenus. Donc ainsi, tu as une classe de degrés ludiques dans laquelle toutes les structures connectives peuvent être représentées. Alors maintenant, pour terminer, là on va prendre grand I infini et on va vous montrer pour un espace topologique de type T4, c'est-à-dire où on sépare les fermés, comment on peut associer un degré ludique qui a exactement la même structure connective que l'espace topologique. Un peu comme Philippe Turc qui voulait associer une structure qui a la même structure connective qu'un espace, une variété compacte par exemple. Alors, on prend E, un espace topologique. D'accord. Donc, on prend, pour chaque point de X appartient à E, pour X appartient à E, on va supposer que EX, on va considérer les expériences possibles comme des nombres réels. Donc on va avoir, donc E va être l'ensemble des indices. E égale I.
on va peut-être appeler T l'espace topologique pour éviter avec les I. Donc on a tout simplement T est l'ensemble des indices. Non. Les EI sont tous homomorphes à R. Alors maintenant, si XI qui appartient à I constitue, donc on dira que RXY que XY appartient à R, si et seulement si FI c'est toujours 0,1. quoi FI c'est toujours 0,1. Non, là, les FI, ça va être 0,1, tout à fait. Alors, x, y, si et seulement si. À partir de R, sans barre. Sans barre, oui. Pour excuser, c'est un lapsus, ouais. Dans les EI, c'est bien le R avec barre, mais là, c'est le R sans barre. Voilà. Bien. Alors. Si et seulement si. X est une fonction discontinue de I vers R où les YI sont tous nuls. Les YI. Ou alors les YI sont tous nuls. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les possibilités? On remarque que si les XI vont représenter une fonction continue, cela va imposer que les YI soient tous nuls. Maintenant, dès qu'on a une partie J, dès qu'on a la restriction à une fonction continue, on peut avoir effectivement le J et le 0, 0. Par contre, dès que la fonction est continue, par contre, on ne peut pas avoir J et autre chose que 0, 0, puisque dans le cas où on remplirait pour que la fonction globale soit continue, ça imposerait le 0, 0. Donc, on voit qu'on obtient le RJ va coder les fonctions continues restreintes. Maintenant, si on a J qui se fait en K et K', si J n'est pas connexe, ça veut dire qu'il va se décomposer en K et K', tel que les fonctions continues sur J seront exactement le produit des fonctions continues sur K et le produit des fonctions continues sur K'. Et il suffit que tu retires un point pour... Non, non, ce n'est plus borroméen, mais ça code la structure connective de l'espace T. Ah oui, d'accord. Et plus dans la borroméité. Donc on voit que un espace topologique qui est T4, on a besoin quand même que les fermés puissent être séparés par des fonctions. Donc dès que l'espace est T4, on peut ainsi associer un degré ludique qui correspond à l'espace topologique. Merci.